Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus à cette conférence organisée par l'ESKIS et en collaboration avec la JCTPE. Donc, on remercie énormément Michel Kova du collectif Duxeno qui est venu pour nous présenter leurs travaux, et également les autres membres du collectif que vous aurez l'occasion de rencontrer par la suite. Donc, à l'issue de la conférence, il y aura un petit buffet installé devant l'amphi. On vous invite à rester avec nous pour le partager et pour pouvoir poser des questions aux gens qui sont là pour nous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais corriger, on n'est pas un collectif, on est une coopérative ouvrière, donc, mais c'est à peu près pareil. Sauf que on est une entreprise, quoi, je veux dire. C'est vrai que c'est un mot qui peut de temps en temps sembler bizarre dans un milieu d'architectes, mais on est véritablement une entreprise, c'est-à-dire qu'à la différence des cabinets d'architecture classiques, disons, à part quelques-uns qui sont voués à se développer par eux-mêmes sans leur leader charismatique, nous, c'est véritablement une entreprise qui doit se développer et qui est... c'est pour ça qu'on essaye d'avoir de plus en plus de débats et de séances de transmission un peu d'informations ou d'histoire de la société. Bon, ceci étant dit, je vous remercie d'abord de m'accueillir, parce que quand on a eu pendant presque 10 ans nos bureaux à côté de l'école, nous n'avons jamais réussi, malgré plusieurs tentatives qu'on a fait auprès de l'administration pour avoir des contacts avec vous, jamais nous avons senti une espèce de volonté de profiter un peu de notre expérience. En même temps, ça m'a semblé bizarre, parce qu'on a quand même 10 ans en retrait, on était déjà certainement dans notre domaine les leaders, et en tous les cas, on avait une expérience de travail avec des architectes qu'on appelle prestigieux, ou des stars architectes, un petit peu dans le monde entier, sur des projets culturels assez médiatisés. Et ça m'a toujours semblé un peu curieux qu'une école d'architecture qui est à 2 pas de chez nous ne s'intéresse pas, ou que les étudiants en architecture eux-mêmes ne s'intéressent pas à notre travail. Alors on a eu depuis quelques-uns d'entre vous qui sont venus en stage, et je pense que les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Et moi, ça me fait très, 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 très plaisir. On ne travaille pas que pour nous. Mais par contre, je voudrais, quand j'ai lu le petit texte de présentation de la conférence, j'ai eu un petit sursaut. Je me suis dit, il y a quand même pas mal de choses qu'on doit préciser avant de commencer à expliquer nos projets ou la manière dont on fait nos projets. Le malentendu, c'est sur le mot scénographie. C'est un mot qui est utilisé un petit peu dans n'importe quel sens et qui vient qualifier un certain nombre d'activités ou de métiers qui n'ont pas grand-chose à voir avec le nôtre. Donc le nôtre, il est effectivement très très particulier, et on a beaucoup de mal à donner une définition, à expliquer aux gens qu'on côtoie. Alors je ne parle pas de la famille, des enfants qui ne comprennent évidemment strictement rien à ce qu'on fait, mais même à l'intérieur de notre monde de maître d'œuvre, il est assez délicat, et on doit toujours redéfinir les limites de notre travail par rapport aux autres et aux autres intervenants dans la maîtrise d'œuvre. Alors je vous propose, pour que ce soit un peu plus clair, une définition qui nous semble résumer le mieux notre expérience et notre travail. C'est une définition que j'ai trouvée, qui date du début du XXe siècle, mais qui résume assez bien, avec les mots du début du XXe siècle, qui résume assez bien ce qu'on fait. Alors, art et étude de l'organisation, de l'agencement et du fonctionnement de la scène. Il faut bien prendre art et étude c'est l'artisanat plutôt que c'est pas l'artiste qui est en cause. Vous comprendrez très bien après la conférence que c'est pas du tout notre revendication. Par contre, l'étude, effectivement, c'est la base même de notre travail. On n'est pas là pour refaire toujours les mêmes erreurs. Et ce qu'on étudie, c'est l'organisation des espaces qui entourent les lieux de spectacle. C'est l'agencement de ces espaces entre eux et le fonctionnement de la scène étant comprise dans son sens le plus général
qui est celui du bâtiment. Parce que scène tout petit passage comme ça, érudit, pour faire intéressant, ça vient du latin scena, qui veut dire scène d'un théâtre, où la scène publique et la scène du monde, déjà là, il y a une interprétation très très différente. Mais en grec, je ne vous dirai pas comment ça se dit en grec parce que je ne le sais pas, ça veut dire construction en bois. D'abord, on apprend une seule chose, c'est que le théâtre grec n'a pas été que des théâtres en plein air, mais c'est aussi des théâtres construits. Effectivement, c'était des petits théâtres. On en voit quelques traces, il y a 2 ou 3 endroits en Turquie où vous pouvez le voir. Donc c'est une construction où on jouait les pièces de théâtre. Donc c'est véritablement dans ce sens-là qu'il faut l'interpréter, l'organisation des espaces, c'est dans la globalité du bâtiment. On va s'intéresser, en tant que scénographe, au bâtiment et à ses rapports avec la cité ou à la communauté dans laquelle il est implanté, et dans son mode de fonctionnement le plus basique, le plus simple, mais en même temps dans la complexité de son fonctionnement, qu'il s'agit de faire se côtoyer des artistes et du public. Alors, pour ça, on a réuni, ça fait 20 ans, 22 ans qu'on existe, qu'on a créé cette société, toujours à Lyon. On a réuni une vingtaine au départ, on n'était que 3, ensuite 5, 7, 11, 20, on est 31 maintenant. Ingénieurs, architectes d'intérieur, dessinateurs, mais tous avec la volonté d'être scénographes, c'est-à-dire tous avec la volonté de mélanger nos compétences pour en faire une compétence multiple qui doit servir essentiellement à exprimer sur chacun des projets la totalité de ces métiers qui font un scénographe. Donc les ingénieurs sont des ingénieurs mécaniciens, structures, mais électromécaniciens, enfin tous les domaines à peu près sont représentés dans ce domaine. On a des ingénieurs d'éclairage scénique. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait des ingénieurs, c'est la valeur d'ingénieur, mais c'est des gens qui sont très spécialisés en éclairage scénique. De la même manière qu'ils sont très spécialisés en électroacoustique ou en technique d'audio-vidéo. Et puis on a aussi les gens qui sont spécialisés dans la technique de scène, dans la direction technique des lieux de spectacle. Tout ça pour faire, quand on arrive sur un nouveau projet, pour d'abord en faire l'analyse du programme, une analyse en général très critique, parce qu'on pense qu'un jour il faudra faire une conférence sur les programmistes, ça sera rigolo de m'inviter, vous verrez, on est tout à fait copains. Donc les programmes sont en général assez mal faits quand il s'agit, et très fermés quand il s'agit de lieux de culture, parce qu'ils ne font que reproduire des usages qui sont peut-être souvent obsolètes. Donc mais on en fait une critique, on va jouer avec ces programmes et on va proposer ensuite à l'équipe de maîtrise d'œuvre des solutions. On va déterminer les espaces, leurs dimensions, leur volume, les relations entre ces espaces. Ça, c'est la base même de notre travail. Ensuite, on va proposer, et en fonction de la réponse qu'on va avoir de l'architecte ou de son équipe, on va proposer des typologies de spectacles, en fait des typologies de relations entre le public et les artistes. En fonction de ces typologies, il va y avoir des circulations qui vont être plus ou moins simples, plus ou moins complexes, des flux, mais pas que les flux de spectateurs, les flux de matériel, des flux de décors, des flux de techniciens, des flux techniques. Un gros travail, c'est évidemment le travail sur la visibilité à l'intérieur de ces salles. Il faut véritablement que... là, je vous vois à peu près tous, donc vous devez me voir à peu près tous. Vous avez une visibilité relativement correcte de cette salle, mais c'est un travail qui devient dans les salles... dont on va vous montrer quelques exemples tout à l'heure, qui devient un travail extrêmement complexe. Et puis, en face de nous, on a d'autres intervenants avec lesquels il va falloir travailler, qui sont évidemment l'architecte, qui lui-même a son concept, on va le voir tout à l'heure, et quelqu'un qui est très très important dans notre métier, et c'est le seul métier qu'on ne fait vraiment pas, c'est l'acoustique, parce que c'est quelqu'un avec lequel on doit se bagarrer, en tous les cas, quand on se dit se bagarrer, on a souvent
des conceptions un petit peu différentes parce que chacun veut à cet endroit-là avoir quelque chose d'un petit peu particulier. Donc l'acoustique et la scénographie, c'est un couple essentiel dans la réussite d'un lieu de spectacle. Et nous, on travaille avec énormément d'acousticiens, à peu près, on couvre dans les bons acousticiens, on couvre le panel mondial à peu près, mais on a beaucoup l'habitude de retravailler avec ces acousticiens, chacun ayant son système de travail particulier, singulier. Un autre aspect de notre travail, c'est de travailler, d'intégrer aussi dans nos études les autres corps les autres bureaux d'études, les autres entités qui ont été choisies ou imposées, choisies en France, mais imposées dans d'autres pays. En Chine, par exemple, on ne choisit pas, l'architecte ne choisit pas son scénographe, ne choisit pas son acousticien, ne choisit pas ses bureaux d'études, c'est le client qui les choisit. En général, quand même, c'est souvent en accord avec l'architecte, mais pas tout le temps. Donc on va travailler beaucoup avec l'ingénieur structure, on va travailler beaucoup, et on va surtout se bagarrer avec l'ingénieur fluide. Et nous, qui représentons les techniques de scène, ce qui vont effectivement donner beaucoup de difficultés aussi à ces deux grands corps de métier, d'ingénierie. Donc sur ce petit schéma, nos 4 grands types de métiers, pas obligatoirement de métiers, mais d'activités sont marqués. Le theater planning, parce qu'il n'y a pas de mot en français pour dire l'organisation des espaces. Audiovisuel et média système, c'est... vous comprenez assez facilement ce que c'est, mais c'est aussi bien très technique que... technique, enfin je veux dire, ça sert aussi à la surveillance technique des lieux, autant que ça peut servir à la diffusion et à l'enregistrement d'un certain nombre de spectacles. Les techniques de scène, on regroupe sous ce nom tout ce qui est les machineries, tous ces mécanismes qui vont faire que les décors vont apparaître, disparaître, les éclairages vont se passer en bien, etc., etc. Mais aussi maintenant, on applique les mêmes techniques de scène à la salle, et bien aussi des fois à l'extérieur de la salle. Et on va le voir dans la dernière partie de cette conférence sur ce qu'on appelle la flexibilité des lieux, qui est quelque chose qui est nécessaire et qui est plus intéressant que de travailler sur des salles qu'on appelle polyvalentes. Et puis évidemment, il y a l'éclairage scénique avec toutes les techniques aussi d'électricité qui sont... toute l'ingénierie d'électricité qui est derrière ce terme d'éclairage scénique, avec, à la suite de tout ça, aussi la dimension développement durable, parce qu'il y a énormément d'économies peut-être à faire dans ces domaines-là. Et on va voir que c'est faux, mais ça sera un autre débat. Alors, j'ai pris des petites notes pour ne pas oublier quelque chose d'important. Mais en tous les cas, la seule chose qui est importante, c'est que vous ne trouverez pas dans notre équipe ce qui vous a peut-être attiré, parce que dans la présentation de cette conférence, on a dit que vous alliez avoir des muséographes, des concepteurs sonores, des concepteurs graphiques, des éclairagistes. Non, ça, c'est pas nous, ça. Nous, on n'est pas du tout des concepteurs. Et on ne se revendique pas comme des concepteurs. Le seul concepteur dans une salle de spectacle, l'unique concepteur, c'est l'architecte. Si vous voulez, l'architecte, son rôle essentiel va être de nous poser les bonnes questions, les questions qui l'emmerdent, c'est-à-dire les problèmes qui le limitent dans son imaginaire. Il en a d'autres qui sont liés à la technique, il y en a d'autres qui sont liés au programme qu'on va lui donner, et puis il y en a quelques-unes de ces limites qui sont données par une espèce de grosse pesanteur et une incompréhension en même temps de ces pesanteurs qui sont liées à une incompréhension du monde du spectacle et de la manière dont est régi ce monde du spectacle et les différents intervenants dans ce monde. Et
je pense que l'absence de bagarre d'un certain nombre d'architectes de talent, mais qui nous ont fait des grosses merdes dans les salles de spectacle, c'est essentiellement lié à cette pesanteur et à cette absence de pertinence de questions fondamentales qu'ils n'ont jamais osé poser parce qu'ils pensent qu'ils ont un programme et que le programme doit leur suffire. Alors heureusement, on a quelques architectes qui nous ont posé quelques questions et dès le début de du moment où on a commencé à travailler sur ce secteur. Et je pense véritablement que plus la question est pertinente, plus notre réponse va être intéressante et va pouvoir servir effectivement à proposer des lieux qui feront que, contrairement à ce qui se passe actuellement, dans un bâtiment qui, à l'extérieur, est du XXIe siècle, on ait aussi des salles de spectacle qui soient du XXIe siècle, des musées du XXIe siècle, et non pas ce qui se passe actuellement, dans la majorité des cas, des salles de 19e, quoi, au mieux. Enfin, 19e, il y en a une qui est vraiment très très belle, c'est l'Opéra Bastille à Paris. C'est vraiment la quintessence de la machinerie du 19e siècle, du mode de fonctionnement du 19e siècle, c'est-à-dire sans aucune remise en cause du mode de fonctionnement. Là, donc du coup, c'est une salle qui coûte extrêmement cher à faire fonctionner, qui a très peu de production par rapport à l'énergie et au talent, aux multiples talents qui sont à l'intérieur de ce lieu. Il nous semble qu'il y a d'autres manières de travailler. Alors je reviens un tout petit peu sur, comment vous avez dit tout à l'heure, un collectif, Nadine. C'est pas un collectif du tout, on est une coopérative. On est 18 associés sur 31, pour l'instant salariés. Aucun associé ne possède plus de 10% des parts. Ben, vous pourrez leur poser des questions sur le mode de fonctionnement, sur si ça leur plaît ou pas. Il y en a une bonne petite dizaine qui sont là ce soir. Je vous laisserai, c'est pas à moi de parler de ça. Vous pourrez leur poser des questions tout à l'heure. C'est important parce qu'on est dans un système, si vous voulez, où on ne veut pas que la pyramide soit trop lourde pour que les talents qui soient, et qui sont chez chacun, partout quel que soit le niveau dans lequel il intervient, c'est très très important que ce talent puisse s'exprimer, que les choses puissent être dites, que les réflexions puissent être prises en compte. Et moins la pyramide est importante, moins les prises de décision, plus les prises de décision sont courtes, plus ce genre de talent va rejaillir sur la totalité de la société. Alors, on va vous présenter quelques projets très rapidement, parce que je voudrais pas tellement. On n'est pas là pour faire un catalogue, on n'est pas là pour faire la pub. Donc là, par exemple, c'est un projet qui est un projet de détournement d'un théâtre grec. Qui est à Montpellier, le Château d'Eau, qui est en plein air. C'est un détournement, vous irez voir sur le site, vous verrez très bien pourquoi. Mais c'est un lieu de plein air. L'Opéra de Lyon, bien sûr, tout le monde connaît l'Opéra de Lyon. Ça, c'est l'Opéra de Lille, pardon. Ça, c'est l'Opéra de Toulouse. Donc, vous voyez qu'on fait aussi des choses très, très patrimoniales. Mais à chaque fois dans ces lieux-là, et on pourrait vous l'expliquer, on a réalisé au niveau de l'organisation des espaces autour un bond en avant terrible sur le mode de fonctionnement. J'ai l'air de me vanter comme ça, enfin de nous vanter, mais c'est aussi pour ça qu'on travaille, parce que la profession reconnaît quand même qu'on fait pas mal avancer les choses. Ça, c'est une salle qui vient d'être ouverte l'année dernière, qui est à Marseille, qui est les silos d'Arinque, qui est une salle qui a été réalisée dans des anciens silos, qui est une salle de 2000 places, à peu près, une salle transformable, enfin en partie transformable, le parterre est transformable, qui peut aussi bien accueillir de l'opéra, là c'était le cas, que des concerts de musique de toutes sortes, mais aussi du théâtre et de la danse, beaucoup de danse. Ça c'est Marciac, la salle de jazz de Marciac. Ça c'est évidemment, alors, on les a mélangés dans la présentation, on les a mélangés pour que ce soit du plus petit au plus grand et du grand au plus petit. Ça c'est TVCC à Pékin. C'est le petit bâtiment de 170 mètres de haut qui est juste derrière le grand bâtiment de Rem Koolhaas. C'est aussi Rem Koolhaas, et c'est Petra Blaise qui a fait l'iron au sol. Et dans ce bâtiment-là, nous on a un théâtre, très très beau théâtre, on va vous le présenter. Malheureusement ça a brûlé, donc c'est en reconstruction là pour l'instant, mais ça va ouvrir bientôt. Jinan, en Chine, on vient de faire un opéra
une salle de concert, une black box avec Paul Andreu, avec un plaisir absolument incroyable. Il est vraiment, en plus d'être un excellent écrivain, je trouve un très grand architecte. On aime ou on n'aime pas ensuite les formes, mais c'est un excellent architecte. Oh, hein, comment je fais là? Comment je fais? Que je le ramène. Voilà. Ça, c'est le fil à Saint-Étienne. Donc, c'est aussi des petits lieux des petits lieux, 1000 places debout, je pense, il fait 800 places. Peut-être une bêtise. C'est ce qu'on appelle les salles de musique actuelles. Mais la grande salle est intéressante, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est le petit bar qui est sur le côté, qui est tout en longueur, qui est aussi un lieu de présentation de musique, surtout pour les musiques semi-amateurs. Ça, c'est à Rouen, une autre forme de salle de musique actuelle, un petit peu plus traditionnelle, mais on va voir avec ces mêmes architectes. Ça, c'est avec King Kong qu'on a fait ça, les Bordelais. On travaille beaucoup, beaucoup avec King Kong. Là, c'est le Métaphone. Ça vient de passer au Front National, mais enfin, on s'en sortira quand même. On leur a donné un objet qu'ils auront du mal à avaler. C'est une salle qui aussi fait de la musique par elle-même, à l'extérieur. Donc ils pourront fermer l'intérieur, on pourra toujours se servir de l'extérieur pour faire un peu le barouf. Ça c'est avec Hérault Arnaud. Ça c'est un musée, le musée Lalique, qu'on a fait là-bas dans l'Est. C'est un superbe musée, très très beau musée. On a une grosse activité muséale. Ça, c'est un autre musée qui est en cours de réalisation. C'est le musée national du Qatar, à Doha, avec Jean Nouvel. Ça, c'est le dernier objet de Frank Gehry à Paris, la Fondation Louis Vuitton, dans lequel on a travaillé sur deux choses. Un objet extrêmement luxueux qui est une salle de spectacle transformable. Et en même temps, on a permis de réorganiser tout le basement et tout le fonctionnement des livraisons, du stockage des œuvres, et aussi dans les lieux d'exposition temporaire, on a travaillé sur un certain nombre d'objets techniques. Ça, c'est le plus grand projet qu'on ait jamais fait dans la région lyonnaise. C'est le grand parc de la promenade à Villeurbanne, qui est dans un délaissé qui fait 300 mètres de long sur 30 mètres de large à peu près, et on a vraiment beaucoup de plaisir à dire qu'on a travaillé sur ce projet-là, de la même manière qu'on est en train de travailler sur une petite salle, et là moi j'ai beaucoup de plaisir parce que mes enfants ont appris le théâtre aussi dans ce lieu-là, qui est la MJC de Villeurbanne, on est en train de la refaire, et c'est un lieu qui sera vraiment très très beau. Ça, c'est un théâtre qu'on a fait avec Jean Nouvel à Perpignan. On va revenir sur tous ces lieux-là. Certains sont très très intéressants. Ça, c'est Casa la Musica à Porto avec Rem Koolhaas. Je pense que c'est pas à présenter. Ça, c'est une salle qu'on est en train de faire à Caracas. En fait, il y a 2 salles. Dans ce projet, il y a 2 salles au minimum. Ça, c'est la Philharmonie de Paris qu'on est en train de faire avec Jean Nouvel à Paris. Je pense aussi que tout le monde a entendu parler un petit peu de ce projet. Ça, c'est un autre projet qui fait parler de lui pour ses dépenses. C'est Herzog de Meuron, c'est la Philharmonie de Hambourg. Elbe Philharmonie, parce qu'on est sur le bord de l'Elbe, comme vous pouvez le voir. C'est presque... on recommence les travaux, là, on est en train de repartir sur les travaux. Alors, les questions qu'on nous pose, et les questions à travers lesquelles on va essayer d'explorer quelques-uns de nos projets et de voir de quelle manière, peut-être vous allez mieux comprendre la manière dont nous, on travaille. Une des questions principales qu'on nous pose, c'est mais pourquoi toutes les salles sont comme les églises, c'est symétrique. Pourquoi c'est comme des cimetières ou comme des armées en marche quand on est dans des salles de 2500 à 3000 places? On vient de parler du grand projet de Villeurbanne. Tant pis pour toi. Pourquoi ces salles sont en général tout à fait symétriques? Est-ce qu'il n'est pas possible de faire des salles dissymétriques? On a des lieux, on a des bâtiments qui sont maintenant, qui osent des formes un petit peu différentes, ou qui sont contraints par un environnement à avoir des formes différentes. Et nous, on a répondu que la symétrie, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais pas du tout, et c'est pas du tout sympathique quand on est un acteur, quand on est un danseur, quand on est un musicien et qu'on voit en face de soi
des gens alignés les uns comme ça, les uns à côté des autres, séparés par des grandes allées avec les petites lumières bleues qui dessinent plutôt des pistes d'aéroport que des lieux de circulation publique. Ça ne fonctionne vraiment pas. C'est pas du tout une bonne idée. Une autre question qu'on nous pose, mais pourquoi est-ce que les lieux de spectacle sont en général isolés dans la cité? On les a posés souvent très très haut, avec des grands escaliers. Alors, le mythe de l'escalier, c'est Garnier à Paris, mais il y en a plein d'autres. Hein. Même ici, à Lyon, vous avez plusieurs salles, même des salles récentes qui ont des grands escaliers avant de rentrer, donc dans lequel, du coup, le monde du spectacle est un monde qui vit sur lui-même, qui se referme complètement sur lui-même, qui n'est pas ouvert sur la